Je vais demander avant de commencer à tout un chacun de tester son micro. Je vais fermer le micro de tout le monde et docteur Brigitte Couillet, vous pouvez ouvrir votre micro. On vous apporte, ouvrez votre micro, docteur Brigitte. J'ai tout fermé, même sur... D'accord. Ouais. Eh bien, on va pouvoir commenter cette session. Bonsoir à tous. Je tiens, avant de commencer, à remercier l'ensemble du département d'imagerie de l'Université de Kinshasa et le comité organisateur de lundi par radiologie pour cette session du mois de mars qui est consacrée à l'imagerie de l'enfant. Et donc, ce soir, nous avons comme thème l'imagerie de l'endométriose. Il sera développé par le docteur Anita Ngombi, que nous avons l'honneur de recevoir. Elle est praticienne hospitalier au Centre d'imagerie médicale de Saint-Benoît, au sein du groupe hospitalier Est de l'île de la Réunion. Bonsoir, docteur Anita. Et pour enchérir le débat, nous avons la participation du docteur Michel Mwimba, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Vitry et pratique également le diagnostic anténatal de la médecine fœtale au centre d'imagerie Paris-Est de Montévrain. Et nous avons également la participation du professeur Karine Alirissassi. Bonsoir. Qui est spécialiste en anatomopathologie à l'hôpital Ex-Mama Yemo à Kinshasa et professeur à l'ISTEM. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur Miba. Et moi, votre humble servante, je suis docteur Kouyendondo Faraja Brigitte. Je suis praticien hospitalier associé au CHU de Nantes. Et donc, durant cette session, nous aurons la session de formation proprement dite, les interventions des panélistes et puis seront ouvertes les questions que vous pouvez poser pendant le cours dans le chat ou le moment venu au moment des questions. Sans plus tarder, docteur Ngombi, si vous êtes prête, nous allons pouvoir commencer le cours. Bonsoir, je sais pas où activer la vidéo. Excusez-moi 2 minutes. Oui, excusez-moi, j'étais en train de mettre la vidéo. En fait, je remercie toute l'Assemblée et puis en commençant par le professeur Géti Louye et le professeur Dadimata qui m'ont permis de parler de l'imagerie de l'endométriose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien préciser les choses que l'endométriose, c'est une maladie qui est vraiment multifocale, mais là, je me suis centrée sur ce qui est en généralité, comment est-ce que le radiologue doit s'y prendre devant un cas d'endométriose. Le diapo n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah.
Donc, après un bref définition et rappel, on va faire une distribution des lésions, la clinique, la méthode d'imagerie, la prise en charge et une bref conclusion. Donc, l'endométriose, comme on le sait tous, c'est une pathologie pelvienne bénigne fréquente de la femme et qui touche environ 10% des femmes en période d'activité et qui est manifestée par des douleurs pelviennes. Et ces douleurs pelviennes sont chroniques et invalidantes et c'est responsable souvent des causes d'infertilité. Et c'est caractérisé par une inflammation qui est composée du tissu endométrial qui est ectopique, mais fonctionnelle en dehors de la cavité. Et la prévalence de cette endométriose est à 5 à 15% des femmes en période d'activité génitale avec un pic vers 35 ans. Et ça touche essentiellement les structures, les organes de la cavité pelvienne, mais ça peut aussi aller jusqu'en extra-pelvienne qu'on verra par la suite. Donc, ici, il y a au moins 7 femmes sur 10 qui souffrent de ces douleurs chroniques et au moins 21 000 hospitalisations. Ça, c'est pour la France, mais en Afrique, je ne sais pas. L'éthiopathogénie, il y a beaucoup de théories qui sont à la base, qui expliquent l'endométriose. Entre autres, il y a la théorie de la régurgitation. Il y a la théorie de la métaplasie séromique que je vais essayer d'expliquer. La théorie de régurgitation, c'est-à-dire que il y a normalement à chaque cycle, la muqueuse endométriale doit desquamer et se libérer sous forme de menstruation, sous forme de règles. Mais il arrive que dans le cas d'endométriose, il y a des fragments d'endométriose, donc les menstruations qui ne sont pas sorties avec les règles vont refluer vers la trompe, et de la trompe, ça va aller vers l'ovaire, et de l'ovaire, ça va aller dans l'intra-péritonéal. Ça, c'est la théorie de régurgitation. Et puis, il y a la théorie qui parle aussi de la dissémination par voie hématogène et lymphatique qui est schématisée. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sous ce schéma-là. Et la théorie métaplasique parle d'une métaplasie des cellules péritonéales qui se transforment en cellules endométriales. Et puis, il y a d'autres théories qui parlent d'un dysfonctionnement de l'utérus, soit disant qu'il y a eu l'utérus subi de traumatismes permanents et que ces microtraumatismes utérins en regard de l'interface entre l'endomètre et le myomètre activent certains mécanismes et ces mécanismes sont à la base de production d'estrogènes et à l'origine des réactions inflammatoires. Certains auteurs ils pensent que peut-être que ça peut être une infection qui a commencé in utero dans la petite enfance, suite à certains agents toxiques et les facteurs diététiques environnementaux, qui fait que l'enfant, à l'âge de la puberté, développe l'endométriose. Ça, c'est un peu ce que je vous ai expliqué avant en disant que la muqueuse, dans un moment, doit se libérer avec les menstruations, les règles, s'il n'y a pas de nidation. Et dans l'endométriose, comme j'ai dit, ça peut aller jusque en extra-pelvien. On s'est dit, on fait un bref rappel du pelvis, qui est, parce que c'est l'organe qui est important dans l'endométriose, pour savoir que tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au niveau en sous-péritonéal, parce que c'est l'endroit qui est plus fréquent d'atteinte endométriosique. À part en sous-péritonéal, il y a aussi l'atteinte au niveau intrapéritonéal. Le sous-péritonéal, c'est par la ligne qui est séparée par le promontoire et tout ce qui est en dessous là, c'est sous-péritonéal. Mais il faut retenir une chose que la surface utérine et la vessie sont la séreuse, elle est traversée par le péritoine. Donc, tout ce qui est en dessous est intrapéritonéal. Nous avons profité aussi pour donner les repères à partir des vertèbres. Donc, ce qui est important, c'est surtout S3, parce que dans S3, c'est là où passe le torus, le ligament hétérosacré, et la charnière rétrosigmoïdienne, l'entrée dans les paramètres ou les urtères, c'est l'endroit très important pour l'endométriose. Donc, après, on a fait un bref appel anatomopathologique, les aspects macroscopiques et microscopiques. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'on a un panéliste, excusez-moi, qui
qui va nous parler de l'anapathe, mais en macroscopie, on peut avoir des lésions qu'on voit ici vasculaires, qui sont rouges, ou bien des lésions bleutées, et de la fibrose qui sont musculaires. Parce que, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, j'entends Oui, très bien. Ah, OK. Bon, et du point de vue microscopique, ce sont des épithéliums cylindriques qui sont associés à un chorion qui est cytogène dense et entouré de ces cellules musculaires lisses qu'on voit là. Donc, ces caractéristiques macroscopiques vont s'expliquer à l'endométriose dans le fait qu'ils vont aller se poser des implants au niveau de la superficie des éléments pelviens qui sont traversés par le péritoine, des annexes, la trompe et l'ovaire, et profonde infiltrant donc au niveau de la paroi postérieure du pelvis. Il avance pas. Ah. Et cette sémiologie anatomopathologique, nous avons essayé de l'illustrer un peu en IRM. Donc, comme on a dit, il y a 3 aspects. Donc, il y a des implants qui sont superficiels. Les implants, ça s'explique, comme je vous ai dit, ce qui n'a pas été éliminé par les menstruations. Ces fragments endométriosiques viennent se mettre sur le péritoine et parfois, c'est hémorragique, comme on voit dans ces cas de célioscopie. Et parfois, ça atteint l'ovaire et ça donne des kystes hémorragiques, comme on voit l'illustration ici dans la pâte, avec une invasion des cellules endométriales pathologiques, mais fonctionnelles, qui va donner un kyste au niveau de l'ovaire. Et parfois, ça atteint le tissu musculaire sous-péritonéal, le tissu fibromusculaire sous-péritonéal. Et là, on montre un endométriome qui est au niveau ovarien hémorragique en T1, qui fait partie du cadre macroscopique. Et là, une cicatrice rétractile qui a atteigné le thorax avec un peu la paroi vaginale. La distribution des lésions, on s'est dit qu'il y a des lésions qui sont pelviennes et extrapelviennes. Donc, là, l'image d'en bas, on a ces reflux des menstrues qui ne sont pas libérés par le vagin par voie rétrograde avec la théorie qu'on a expliquée de régurgitation qui vont aller vers la trompe. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a la muqueuse, il y a d'abord les fragments endométriosiques qui sont dans la cavité utérine, qui vont infiltrer d'abord le myomètre. Donc, quand ils infiltrent le myomètre, ils donnent ce qu'on appelle l'adénomyose. Ils donnent l'adénomyose. Et après, quand ça remonte vers la trompe, là, ça donne ce qu'on appelle l'endométriose annexielle, donc soit tubaire, soit ovarienne. Nous tous, on sait que l'ovaire, il est intrapéritonéal. Donc, quand ça va là, après, ça va au niveau intrapéritonéal. Intrapéritonéal, ça va souvent dans les récessus. Par exemple, nous, chez l'homme, le récessus qui est vraiment très profond, c'est le Douglas. Donc, ça aura tendance à aller vers le Douglas. Et en allant vers le Douglas, avec le flux péritonéal, ça va atteindre les autres organes. C'est pour ça qu'on a parlé ici en extrapelvienne. Donc, ça va atteindre tout ce qui est d'abord le rectum, le sigmoïde, l'appendice, et il y aura des atteintes pariétales par dissémination, hein, dans les cicatrices et tout ça. Il y aura une atteinte diaphragmatique par dissémination péritonéale. On peut même avoir des atteintes bronchopulmonaires. Donc, ça, je le passe en dehors de l'atteinte pelvienne. On connaît déjà. La clinique, la symptomatologie est variable en fonction de l'atteinte. C'est souvent aspécifique. Le premier signe clinique, c'est souvent les douleurs pelviennes. Et ces douleurs pelviennes sont chroniques, ils sont cycliques, ils peuvent être invalidantes. Et après ça, on peut avoir des dysménorrhées. Et il y a un certain signe clinique qui permet de localiser l'endométriose. Par exemple, quand c'est profonde, sous-péritonéale, les patientes se prennent d'une dysparénie profonde. Là, ça vous donne déjà l'idée que non, il peut y avoir une atteinte des ligaments utérosacrés ou de l'espace recto-vaginal. Il y a des patients qui se plaignent de défécations douloureuses, de dyskinésie. Et il y a d'autres qui se prennent des dysuries. Et ça peut déjà vous orienter dysurie. Vous pouvez dire non, il y a une atteinte peut-être de l'endométriose au niveau antérieur à la vis. L'examen clinique peut être contributif, c'est-à-dire quand lorsque le médecin il fait son toucher vaginal, il voit un nodule bleuté, il pape une induration. Si nous met ça déjà dans la demande, ça peut déjà nous orienter que non, on doit chercher la pathologie en postérieur. On doit savoir qu'entre le début des symptômes et le moment du diagnostic, la pathologie peut taper 7 à 12 ans pour être diagnostiquée.
comme je disais, que c'est une maladie qui est vraiment multifocale, qui peut prendre beaucoup de temps pour être diagnostiquée. Ces retards de diagnostic s'expliquent par des signes qui sont non spécifiques, le caractère qui est chronique et une maladie qui est lentement évolutive et mal tolérée à la sévérité de l'extension de l'endométriose. Donc, les méthodes d'imagerie, j'essaie de résumer les méthodes principales que nous on fait. Donc, il y a l'IRM et il y a l'échographie. Mais à part ces deux méthodes d'imagerie, il y a d'autres méthodes aussi. Donc, la première méthode d'imagerie est l'échographie, qui est l'examen de première intention. Et l'échographie, elle est réalisée soit par voie suspubienne ou bien soit par voie endovaginale. Donc, par voie suspubienne, j'ai essayé d'illustrer les images que vous voyez ici. Je ne vais pas répéter que normalement, on sait que quand on fait une échographie de l'utérus, il faut prendre les mesures, après il faut regarder les annexes, après il faut tout ça. Le message ici qui est important, en cas de douleur, une femme qui vient pour des douleurs pelviennes chroniques, c'est qu'il faut faire, maintenant nous on ajoute de toujours faire une échographie des reins. C'est vraiment le message que je voulais passer sur ce diapo. C'est-à-dire que comme on peut avoir de l'endométriose qui peuvent atteindre les paramètres, ces endométrioses, comme il y a l'urtère qui est au niveau des paramètres, ça peut être aussi atteint et donner des urétero-hydronéphroses. D'où maintenant, quand il y a une femme qui vient pour des douleurs pelviennes, automatiquement, on regarde les reins. On commence par la voie suspubienne. Si par la voie suspubienne, vous ne voyez pas très bien les structures, vous passez par la voie endovaginale. Parfois, c'est un peu délicat, mais on fait comme ça. Mais c'est surtout, il faut maintenant regarder les reins. C'est devenu systématique. La deuxième méthode d'imagerie, c'est l'IRM. Donc, l'IRM, il est en deuxième intention et ça se réalise, le patient est en décubitus dorsal. Avec une préparation digestive, on fait un balisage avec du gel, mais on donne toujours un antipéristatisme pour éviter les mouvements intestinaux. Et à l'IRM, il faut retenir, c'est surtout le protocole. Donc, on fait 3 plans T2, des axiales coupes fines sur les ligaments utérosacrés, et on fait des séquences T1 sans et avec saturation de la graisse. Parce que dans l'endométriose, le but, c'est de mettre en évidence les lésions fibreuses et les lésions hémorragiques qu'on a vues dans la lymphate. Et ces lésions fibreuses, on le voit en T2. Ils apparaissent en hyposignal T2, tandis que les lésions hémorragiques, on les voit en T1. En T1, ils sont hyper et ils restent hyper sans et avec saturation de la graisse. Il y a d'autres séquences qu'on appelle les séquences ultra rapides. Ce sont les séquences qu'on a rajoutées dans notre protocole pour essayer de voir aussi toujours un peu le rein et le diaphragme, parce que maintenant, il y a des localisations diaphragmatiques d'endométriose, mais il y a d'autres qui font aussi des coupes axiales à la place des coupes coronales. Il y a d'autres séquences qu'on appelle du 3D T1 Dixon, mais nous, on ne la fait pas, mais d'autres le font parce que le 3D, ça te permet de regarder dans les 3 dimensions et de reconstruire. Ça sera plus facile, surtout pour les pathologies qui sont dans les paramètres qui sont très distales, ça pourra toujours aider. Et l'injection est optionnelle dans le cas où si vous tombez sur une masse annexielle qui est complexe ou bien sur des complications, on ajoute une injection. Les autres méthodes d'imagerie, il y a l'entéro-IRM, l'uro-IRM, il y a le coloscan. Je n'ai pas mis tous les j'ai pris ce qui se fait pratiquement. Et là, dans cette diapo, j'illustre tous ces méthodes d'imagerie. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait? Il y a l'hystérosapelmographie. L'hystérosapelmographie est demandée plus dans le cas de la fertilité. Et dans l'hystérosapelmographie que j'illustre, là, je montre un cas d'endométriose utérine, donc d'adénomyose, où on voit l'utérus qui a des contours, comme vous voyez, irréguliers, avec des images d'addition. Et ces images d'addition-là, sur les cornes utérines, avec un aspect un peu rigide et verticalisé de la corne utérine. Et ces images-là, des images d'addition, correspondent à l'échographie par ces images liquidiennes que vous voyez là, qui sont des spots. Et comme vous voyez ça, l'échographie, c'est vraiment un signe spécifique d'endométriose. Donc, ce sont les dilatations des glandes sous-endométriales.
Et là, j'ai illustré un cas d'entéro-IRM, comme j'en ai parlé là-bas, qu'on fait aussi pour voir s'il n'y a pas d'atteinte extra-pelvienne, comme dans le cas ici. Et l'échographie, c'est pour voir, parfois on peut avoir des kystes endométriosiques. Ces kystes endométriosiques, comme on le sait, ils sont arrondis avec des fins épiquetées hypoéchogènes. Et ils peuvent aussi avoir un caillot au sein de ces kystes endométriosiques. Et dans ce diapo-là, j'ai illustré un cas d'atteinte vésicale d'endométriose profonde antérieure qui atteint le cul-de-sac vésico-utérin. Et dans l'autre, un cas d'écho-endoscopie rectale, normalement, c'est le gastro-entérologue qui le fait. Là, c'est pour montrer qu'on voit bien que ça atteint la musculeuse qui est interrompue. L'atteinte digestive, ils disent que normalement, quand ça atteint la séreuse, ce n'est pas pathognomonique de l'endométriose. Il faut que ça atteigne et la musculeuse, ça atteigne une hypertrophie musculaire avec des lésions fibreuses. À ce moment-là, on peut confirmer qu'il y a une atteinte endométriosique. Et l'IRM avec l'atteinte d'utérus qu'on voit dans cette image-là. Je vous ai parlé du protocole d'IRM, les séquences qu'on fait. Et là, j'illustre les séquences. Vous voyez, il y a le sagittal T2, le coronal, l'axial T2. On fait l'axial dans le plan de luxe. Et puis, on fait le coronal de champ et l'axial T1 sans avec saturation de graisse, qui permet de voir s'il y a des endométriomes comme dans ces cas-là. Ça, c'est un cas normal. Mais pour essayer de diagnostiquer les lésions endométriosiques, il faut quand même connaître aussi l'anatomie. Donc, dans la diapositive d'en haut, j'ai mis l'anatomie. Comme on sait tous, la cavité utérine contient une muqueuse qui est à l'intérieur, qu'on appelle la muqueuse endométriale. Et ça, c'est l'endomètre. L'endomètre est en hypersignal en T2. Donc, quand on fait le scan, on regarde d'abord l'endomètre pour voir est-ce qu'il n'y a pas une invasion du myomètre? Est-ce que l'endomètre, il n'y a pas un polype? Qu'est-ce qu'il y a dans la cavité? Est-ce qu'elle est bien? Et puis, on prend l'épaisseur de l'endomètre. Après, on regarde le myomètre. Le myomètre, il y a le myomètre interne et le myomètre externe. Comme je vous disais que les implants, ça peut coloniser le myomètre. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'adénomyose. Et ce myomètre-là, c'est la zone jonctionnelle qui sépare l'endomètre et le myomètre. Et puis après, on peut regarder le col. Au niveau du col, c'est très important, surtout pour le fornix. Le fornix, donc surtout le cul-de-sac vaginal postérieur qui est souvent atteinte aussi dans l'endométriose. La diapo du milieu ici, c'est surtout pour illustrer des endroits où souvent, on n'a pas l'habitude de jeter un coup d'œil. Et pourtant, c'est un endroit vraiment qui est très important. Tu peux aussi avoir d'atteinte d'endométriose. Entre-temps, c'est l'espace prévésical que vous voyez ici. On peut avoir l'atteinte de cornes utérines, des ligaments ronds, excusez-moi, qu'on peut voir ici, à part l'atteinte vésicale. Et il y a cet espace aussi qui est très important qu'on peut voir. On peut voir des implants et tout ça. Ça, c'est le torus, comment on fait des plans pour... donc, comme je vous disais, c'est au niveau de S3. S3, c'est très important. C'est là où on répare le ligament utérosacré qui est de siège rétro-cervical. Donc, de siège rétro-cervical, on fait des coupes et on voit bien les ligaments utérosacrés et le torus derrière. Et là, c'est d'autres cas d'endométriose. Ça, c'était une endométriose digestive. Et là, vous voyez bien qu'il y a un nodule. Et ce nodule, il est postérieur de l'utérus. Il est derrière, donc il est au niveau du torus. Et ce nodule, il y a aussi une atteinte de la paroi digestive. Donc, dans ce cas ici, on a une endométriose qui est profonde, qui est sous-péritonéale. Les autres cas, j'ai illustré, c'est pour dire que quand on fait l'IRM, on décrit l'utérus. On peut avoir des utérus qui sont antéversés, rétroversés. Vous voyez, à ces moments-là, votre ligament utérosacré, quand vous allez faire vos coupes, ça ne sera pas la même chose. Et quand vous allez lire vos coupes centrées sur le luxe, ça ne sera pas la même chose parce que là, par exemple, c'est rétroversé. Donc, mon fondus, il est en arrière là. Là encore, ça va. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est pour ça que j'ai mis cette diapo. Et j'ai mis cette diapo pour vous montrer que quand vous faites l'IRM, l'image d'en bas, il faut faire attention avec les contractions utérines. Parce que cette image ici, on l'avait diagnostiquée comme une adénomyose. Ce n'était pas une adénomyose, c'était une contraction utérine. Donc, quand on fait l'examen,
il peut avoir les contractions utérines qui donnent des images comme ça. Pourquoi ce n'est pas une endométriose? Parce qu'il n'y a pas de spots. Quand il y a des spots en hypersignal T2, c'est vraiment pathognomonique l'endométriose. Donc là, on rappelle les formes, comme je vous ai dit. Donc, on quitte dans l'endomètre, on a l'adénomiose, on a l'endométriose annexielle, et puis on a l'adénomiose profonde et superficielle avec les implants superficiels. Donc, voilà. Il y a des illustrations ici, c'est plus pour l'adénomiose, pour dire que l'adénomiose, elle peut être focale. Comme j'avais dit, interne, externe. On peut avoir ce qu'on appelle aussi l'adénomiome. Donc, je commence par la diapo d'en haut. Vous voyez, là, il n'y a rien. C'est une cavité utérine qui est normale. On voit bien les espaces. Il n'y a pas de nodules, il n'y a pas d'infiltration. Tandis que l'image qui suit après, on voit bien qu'il y a de l'endométriose. Pourquoi là, il y a de l'endométriose? Parce qu'on voit qu'il y a une infiltration, ces fragments endométriosiques, ectopiques, ils ont colonisé le myomètre. Et on voit plein de spots en hypersignal avec un épaississement de la zone jonctionnelle. Ça, c'est de l'adénomiose qui est un peu, moi, je dirais, multifocale. Là aussi, il y a de l'adénomiose, mais pour le différencier avec l'autre cas, c'était pour vous montrer que l'adénomiose interne, ça atteint vraiment, on voyait avec des petits spots comme ça, on dit qu'il y a de l'adénomiose interne. Et cette diapo d'en haut, c'était pour vous montrer au niveau de l'échographie, parce que l'échographie, comme on avait dit, c'est l'examen de première intention. Quand il y a une adénomiose, souvent, ça se manifeste par des piquetés un peu hyper-échogènes, à part ce que je vous avais dit, des dilatations kystiques comme ça. On peut avoir aussi des piquetés hyper-échogènes. Ça, c'est un exemple d'adénomiose. Ça, on l'a vu avec l'endométriose. Et cette diapo, c'est pour illustrer que l'endométriose peut être souvent associée par d'autres pathologies, telles que les myomes. On a souvent beaucoup de cas où on a des myomes qui sont associés à de l'endométriose. Donc, il faut faire attention parce que les myomes peuvent avoir un impact aussi sur la fertilité, surtout les myomes qui sont sous-muqueux. Ils peuvent empêcher une anidation comme l'adénomiose. Ça, c'était pour illustrer tous les compartiments qu'on a parlé, l'endométriose superficielle, annexielle et puis profonde, pour savoir que dans profonde, il y a des compartiments. Il y a les compartiments antérieurs, latéral et postérieurs. Ces compartiments, on les divise, comme vous voyez le pelvis là, en 9 compartiments. En antérieur, c'est la vessie. Au milieu, il y a l'utérus, le vagin, l'utérus. Et en arrière, il y a le rectum. En latéral, il y a les ligaments ronds, les paramètres, et puis les uretères et les lames. Ça nous aide pour faire la classification dont je vais vous en parler par la suite. Mais je l'ai mis, c'est surtout pour illustrer les compartiments. L'endométriose pelvienne superficielle et profonde, j'ai illustré d'autres cas, un cas d'adénomiose que vous voyez ici avec un épaississement de l'endomètre et des spots. Un autre cas d'adénomiose avec quelques myomes. De l'endométriose qu'on appelle latérale qui atteint les paramètres. Donc là, il y avait une atteinte en engagement de l'urtère. Il y avait une dilatation en haut. Là, je crois que je n'ai pas mis l'image. Donc, et ça, c'est une endométriose profonde postérieure digestive. Là, c'est une atteinte endométriale annexielle, donc ovarienne avec endométriome et des petits endométriomes à côté, avec, sans oublier, une atteinte aussi au niveau digestif. Et la diapo ici montre l'atteinte ovarienne. Et là, on a montré une atteinte annexielle où il y a une atteinte tubaire. Donc, il y a une atteinte tubaire avec un peu de saignement, comme vous voyez dans cette diapo. Sur ce, on va parler de la classification parce qu'on nous demande de faire une cartographie des lésions. Comme je vous ai montré dans l'autre diapo, les différents compartiments. Donc, quand on est dans l'endométriose profonde, on nous demande de classifier et de classifier dans chaque compartiment. Et il y a une étude qui a été faite par un des gynécologues, des radiologues, qui s'appelle Endoval. Et quand ils ont fait ils ont retrouvé cette classification, ils ont séparé dans chaque compartiment
et dans chaque compartiment correspondant à un point. Pourquoi ça sert cette classification? Cette classification, en fait, ça sert pour prédire l'intervention chirurgicale. En fait, ça permet aux chirurgiens de savoir ma durée de l'intervention. Est-ce que j'aurai une intervention qui sera plus longue ou bien qui sera pour prévenir des risques post-opératoires. Je donne un exemple. Par exemple, si vous avez l'atteinte de plusieurs compartiments, il y a une atteinte de la vessie, il y a une atteinte d'utérus, il y a une atteinte postérieure et que le total fait, comme vous voyez ici, ça fait plus de 5. C'est-à-dire que le chirurgien, en voyant qu'il y a une IRM qui lui dit qu'il y a un DPI qui fait 5, il sait que l'atteinte est sévère et que j'aurai plus de risques de complications post-opératoires. C'est pour illustrer ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Et cette classification, ça c'est un exemple de la classification, mais il y a un point très important. Quand vous avez une atteinte vaginale, quand vous avez une atteinte de la paroi pelvienne et quand vous avez une atteinte urétérale, il faut rajouter un point dans tout ce que vous avez fait dans votre... par exemple, là, je donne un exemple, vous avez une atteinte de la vessie, de l'utérus et digestif, ça vous fait par exemple 3 points. Est-ce que si vous avez une atteinte en plus du vagin, vous rajoutez encore un point. Pourquoi? Parce que il a été démontré que ce sont les chirurgies qui sont lourdes pour... qui prend beaucoup de temps. De toute façon, on a le docteur Mouimba qui va nous le confirmer. Parce qu'ils disent, par exemple, au niveau du vagin, la face postérieure, c'est là où passe le plexus nerveux gastrique, hypogastrique. Donc, ça peut toujours entraîner des problèmes de troubles urinaires et tout ça. Et quand c'est le problème, quand ça atteint l'urtère, il y a des conséquences sur les voies urinaires. Et quand ça atteint la paroi, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Donc, finalement, ils ont fait ressortir un compte-rendu standardisé qui se trouve sur le site de la CIFEM. Donc, ce compte-rendu standardisé nous aide dans la pratique et ça permet d'être systématique et de mettre tous les atteintes par des compartiments tels qu'on l'a vu avant. Donc là, il y a un exemple, par exemple, là, il y a une atteinte torus, il y a une atteinte des ligaments hétérosacrés, vous voyez, torus et ligaments sacrés, et ça fait un DPI à 2. Donc, il y a 2 compartiments qui sont atteints. Donc, comme ces 2 compartiments, le risque est moindre. Donc, c'est-à-dire pour le chirurgien, les complications post-opératoires, ça ne sera pas plus important que s'il y avait une atteinte vaginale. Et là, c'est un autre exemple où il y a aussi une atteinte du torus. L'atteinte du torus et du ligament hétérosacré, c'est vraiment le plus fréquent de l'endométriose. Et il y a un exemple d'échographie qui a été fait où on voit une atteinte aussi postérieure. Et c'était un DPI-A2, l'extension faible. Donc, pour le chirurgien, en voyant, ça indique que le risque de complications est moindre. La prise en charge, je n'ai pas trop m'étaler parce que il y a le gynécologue qui est là, qui va bien nous expliquer sur la prise en charge, mais ce que moi j'ai découvert qu'il y a 3 circonstances pour la prise en charge. Diagnostic, on l'a dit avec les stratégies imagerie, et thérapeutique, il y a 3 circonstances. Soit il y a une découverte fortuite, soit ce sont des douleurs pelviennes chroniques ou infertilité. L'endométriose, soit elle est asymptomatique, soit elle est symptomatique. Si elle est asymptomatique, dans le cadre de découverte d'une cystoscopie ou bien d'une imagerie demandée. Et surtout, on peut avoir aussi une découverte fortuite d'hydronéphrose, raison pour laquelle on fait toujours les échos pelviennes, on les combine maintenant avec l'écho rénal. Et symptomatique, ça fait un bilan pré-thérapeutique avec des cartographies raisonnées. Donc, il y a un traitement médical qui consiste à bloquer la fonction gonadotrope. Et s'il y a un échec de ce traitement médical, ils font les traitements chirurgicaux. Donc, en cas de suspicion clinique, comme on l'a dit, en première intention, on fait l'échographie. Si à l'échographie, il y a des signes de localisation profonde ou d'endométriose, on fait l'IRM. On fait l'IRM. Et s'il n'y a pas de signes, on fait une contraception hormonale avec un traitement de preuve. Et ça, je crois que le gynécologue va bien nous expliquer. Donc, en résumé, quand on est devant un cas d'endométriose en IRM, ça c'est pour la cartographie parce que c'est ce qui est important. On a l'indication, on nous dit pourquoi on nous demande l'examen. On a la technique dont on a parlé et on a les résultats. Donc, les résultats, comme je vous avais dit, du l'utérus, il faut les mesurer. Vous regardez le myomètre. Est-ce que le myomètre est colonisé par des implants endométriosiques? Vous allez regarder l'endomètre, les mesures, vous regardez les ovaires, les trompes, et puis après, vous faites
la cartographie de l'endométriose profonde péritonéale. Après, vous regardez les implants, s'il y a des implants superficiels ou pas, ou bien à distance, et s'il y a un pelvis adhérentiel ou bien s'il y a des dilatations. En conclusion, soit vous avez une endométriose ovarienne ou annexielle, soit vous avez une endométriose sous-péritonale profonde, soit vous avez extra-péritonéale. Après, vous donnez le DPI et les extensions sont là, soit c'est faible, modéré ou sévère. En conclusion, je me suis dit que l'endométriose, c'est une maladie multifocale avec plusieurs modes de dissémination de l'endométriose, de l'endomètre ectopique extrapelvien. Donc, le rôle du radiologue est vraiment essentiel pour la description des lésions, le diagnostic et le bilan préchirurgical des atteintes endométriosiques. Et pour cela, ça nécessite vraiment d'avoir une cartographie qui soit exhaustive et standardisée. À ce moment-là, ça pourra aider et optimiser la stratégie thérapeutique lors des prises en charge multidisciplinaires dans les RCP. Le radiologue doit aussi avoir en tête toutes les localisations afin qu'il puisse amener des techniques dédiées pour essayer de raccourcir le délai diagnostique et de proposer une cartographie. Donc, pour cela, l'imagerie, pour nous, elle est essentielle en faisant l'échographie avec l'IRM pour la prise en charge des femmes qui sont suspectes cliniquement d'endométriose. Et il faudra aussi évaluer la pertinence des localisations qui sont déjà avérées ovariennes et profondes. Mais il faut savoir qu'à l'échographie, on est vraiment limité un peu pour les localisations superficielles et latérales. Et l'échographie endovaginale aussi, comme on a dit, que ça peut être notre diagnostic initial et avant d'envisager un traitement médical. Et cette diapo, c'est pour vous dire que lorsque la femme a les règles, il faut savoir que c'est naturel, mais la douleur, elle n'est pas naturelle. Et lorsqu'une femme vient aux urgences, il ne faut pas qu'on oublie que la première chose, non, il faut penser qu'à l'endométriose. Non, il y a d'autres causes qui expliquent des douleurs qui sont tellement aiguës. Ça peut être une grossesse extra-utérine, comme ça peut être autre chose. Et de l'autre côté, on illustre l'endométriose avec tout ce qu'on a expliqué, l'atteinte de l'avant jusqu'en arrière, en commençant par la vessie, l'utérus, les intestins, en latéral, les annexes, les paramètres. Donc, voilà. Je voulais vous montrer deux cas de patients qu'on a eu lors de la pratique. Ça, c'était une dame qui nous avait consulté pour des douleurs pelviennes, comme toujours. Et on avait fait une échographie. Donc, je vous montre en bas là, les reins. On a regardé ses reins, il n'y avait rien, il n'y avait pas de dilatation des cavités pyélocalcielles. Et on a fait par voie suspubienne. Mais par voie suspubienne, on avait du mal. On s'est dit non, il faut qu'on passe par la voie endovaginale. Donc, on a fait la voie endovaginale. Et dans la voie endovaginale, on voyait plusieurs images hyper-éprogènes, comme je l'ai dit. Ça nous faisait plus penser à l'endométriose. Donc, finalement, on a été obligé de faire une IRM. Et l'IRM a confirmé bien que c'était une endométriose. Et à l'échographie, on voyait une petite image hyper-épogène là, au niveau de l'ovaire. Et il faut savoir qu'à l'échographie, parfois on peut avoir l'image que je vous montrais avant là, l'image comme un kyste avec des fins piquetées hyper-écogènes, mais on peut avoir aussi des petites images hyper-écogènes comme ça, qu'il faut vraiment faire attention pour traquer quand vous faites l'échographie. Et voilà les bouquets qui m'ont servi pour la présentation, et puis je vous remercie. Allô? Merci. Allô? C'est fini. Merci, docteur Ngombi, pour cette brillante présentation. Vraiment, on a été vraiment enrichis par la place de l'imagerie et vous nous avez bien illustré qu'il fallait se munir de l'hystérosalpingographie, que l'échographie est utile pour la détection, qu'il faut une imagerie par IRM pour la cartographie, bien classer les lésions endométriosiques. Vous avez également tendu la perche au docteur Mouiba qui va nous parler des aspects en gynécologie obstétrique. Docteur Mouiba, est-ce que vous êtes d'accord avec docteur
à Anita que la chirurgie d'exérèse des lésions endométriosiques est une chirurgie lourde. Est-ce que vous êtes également d'accord avec le traitement des preuves qui peut être mis en place par contraception orale pour s'assurer réellement qu'on n'est pas sur de l'endométriose? Merci pour la question. Je commence par la première. Je remercie Anita Ngombi qui a fait pratiquement l'exposé à la fois radiologique, clinique et quelques aspects anatomopathologiques. Excusez-moi. Je suis tout à fait d'accord que la chirurgie de l'endométriose est aujourd'hui une chirurgie pointue qui demande des indications précises et qui parfois fait plus de tort que de bien. Je vais m'étendre là-dessus après. Quant à la médication de l'endométriose, il y a des recommandations qui ont été faites en 2016 par le Collège national de gynéco-obstétriciens de concert avec la Société de radiologie, car le traitement initial d'endométriose, c'est le traitement de la douleur. Et la douleur, primordialement, elle est neuropathique plus qu'inflammatoire. Et les traitements initiaux, selon les recommandations, de première intention restent la contraception œstroprogestative et la contraception progestative pour atténuer les douleurs. Car toute la symptomatologie de l'endométriose tourne autour de la dysménorrhée, donc les douleurs pelviennes, associées à la dysurie, à la dyschésie, à la dyspareunie et rarement à la scapulalgie. Donc, endométriose égale douleur. Et je suis très heureux d'avoir entendu Anita dire à la fin, avoir des règles, c'est normal, mais avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Comme dans le temps, on opérait les gens, ils avaient mal. Aujourd'hui, avoir mal après une opération, ce n'est pas normal. Quand une fille a des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Et c'est le mois de la femme. Il est anormal qu'il passe 7 ans de délai pour qu'on diagnostique une endométriose. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, en France, on se mobilise. Il y a des centres spécialisés pour le traitement d'endométriose où travaillent de manière concertée les gynécologues, les psychologues, les chirurgiens, les radiologues, qui sont dans des centres de référence où on ne pardonne plus qu'une jeune fille passe 2 mois, des années avec sa mère à avoir comme diagnostic dysménorrhée de la jeune fille. Je remercie beaucoup Anita qui a tout dit et je pense avoir répondu à votre question. Merci, docteur Mwimba. Effectivement, vous avez répondu aux questions, mais restez avec nous. Le débat n'est pas encore terminé. Nous allons à présent écouter le professeur Ali Rissassi, qui est anatomopathologiste. Professeur, vraisemblablement, l'endométriose, ça se prend en charge de manière multidisciplinaire. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre l'endométriose et les autres pathologies? Et qu'est-ce que l'anatomopathologiste voudrait faire passer comme message par rapport à cette maladie? Ok, docteur Brigitte, merci pour la parole. Je remercie les organisateurs également de cette soirée d'échange. Effectivement, la prise en charge de l'endométriose au niveau anatomopathologique, à mon humble avis, je pense qu'elle est assez simple. Elle est assez simple, pourquoi? Parce que pour poser ce diagnostic, il suffit pour le pathologiste d'avoir d'abord le spécimen qui lui est donné par le médecin qui le prélève sur n'importe quelle partie des organes qui ont été incriminés ici. Le plus souvent, c'est au niveau de l'ovaire, du myomètre et dans les parties extra-pelviennes. Alors, le diagnostic, il est simple. On nous a projeté des belles images où on vous montre l'endomètre
comme étant une muqueuse normale qui tapisse la cavité endo-utérine. Et c'est cette muqueuse qui subit l'imprégnation hormonale chez la femme et qui desquame avec les menstrues. Et c'est ce même tissu, dès lors il a une localisation ectopique, donc en dehors de sa localisation normale, que nous identifions sur le tissu, connaissant l'histologie normale des différents tissus du corps humain, on se dit, cette partie de tissu ne se retrouve pas dans sa localisation normale. Et comme moi, je sais comme pathologiste que l'endomètre est constitué des glandes sous l'influence hormonale et de sa partie stromale, donc le tissu fibreux et autres éléments autour de ces glandes, automatiquement, quand je ne le retrouve pas prélevé au niveau de la cavité endo-utérine, je la retrouve au niveau de l'ovaire, de l'appendice, du côlon, du sigmoïde. Je peux ajouter quelques examens immunohistochimiques pour avoir confirmation. Mais pour nous qui travaillons très peu ici avec les immunos qui coûtent cher, rien qu'avec la morphologie, je peux me dire c'est un tissu endométrial ectopique et c'est tout à fait une endométriose. C'est vraiment ça le diagnostic. La lésion, elle peut être kystique hémorragique ou avoir très peu de glandes, mais avec beaucoup de tissu stromal. Et on passe alors aux immunos pour s'assurer que c'est vraiment un tissu d'origine endométriale et le diagnostic est posé. Voilà un peu comment je puis résumer la pathologie au niveau de l'anapathe. Mais chaque fois que nous recevons ce type de tissu, quand c'est au niveau de l'ovaire, on essaye un peu de faire un peu plus attention parce qu'il arrive qu'on ait déjà une endométriose qui commence à présenter des atypies ou une endométriose qui peut révéler une autre pathologie néoplasique maligne au niveau de l'ovaire, à un faible pourcentage évidemment, mais on arrive à trouver côte à côte, deux fois une lésion assez évoluée carcinomateuse et une endométriose qui présente déjà des lésions d'atypie. C'est très rare, mais ça arrive. Voilà, docteur Brigitte, ce que je puis dire au niveau de l'anapathe. Merci, docteur Catherine Alirissassi, pour cet apport bénéfique qui met en lumière l'existence de métaplasie ovarienne d'origine endométriosique. Professeur Mata, est-ce que vous auriez des apports par rapport à cette présentation? Bonsoir, docteur Brigitte. Ça, c'est en dehors de mon domaine d'expertise. Je laisse les experts échanger. Je vois le prof Louis, il y a le docteur Sandra qui est là-bas, le Franck, et il y a déjà des questions dans le chat box. Je pense qu'on peut prendre ces questions et continuer les débats. Docteur Brigitte, votre micro est fermé. Merci, professeur, pour votre intervention. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, notamment curiosité. Comment est-ce qu'on traite l'endomètre d'une femme qui a des problèmes de fertilité? Je pense que c'est la principale préoccupation des femmes qui viennent en consultation. La question est ouverte aux différents intervenants. Docteur Mimba, docteur Ngombi, vous avez la parole. La parole, je crois que le problème est vraiment plus thérapeutique que radiologique, hein. C'est plus thérapeutique. Je ne sais pas si je pense Michel, parce que là, Oui, c'est allô, vous plus, m'entendez? ouais, c'est plus thérapeutique. Oui, allô?
On vous entend très bien, Oui, docteur. oui, ok. Quel est le principe thérapeutique de l'endométriose? L'endométriose qui est l'un des plus grands facteurs d'infertilité. D'abord, rappelez que l'endométriose crée l'infertilité par le biais des adhérences, par le biais de la diminution de la réserve ovarienne, mais également par la diminution de la qualité ovocytaire et la diminution de la réceptivité endométriale. Toutes les études l'ont prouvé. Quand on trouve que l'endométriose est la seule cause qui explique l'infertilité, le premier traitement, c'est de commencer par des stimulations ovariennes. Quand on sait que la dame n'ovule pas correctement, on fait une stimulation avec les agonistes de la LHRH. Quand on trouve que les trompes sont perméables et que la cause est mécanique, par exemple, on passera directement par la fécondation in vitro parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de chance de rencontre des gamètes. Tout en rappelant que la première explication de l'infertilité de l'endométriose, ce sont des adhérences. Si ce sont des adhérences, donc il n'y aura jamais de rencontre des gamètes. Quand il n'y a pas de rencontre des gamètes, on passe directement par la fécondation in vitro. Quand on trouve que la femme ovule correctement et qu'il y a une chance, on fait des stimulations ovariennes. Donc, c'est au cas par cas. Et tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le taux de fertilité de l'endométriose après le traitement dépasse les 25%. On a des très bons résultats avec les nouveaux protocoles des stimulations ovariennes et des fécondations in vitro. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour votre intervention. Il pleut des questions à la prise en charge clinique de l'endométriose. Je vois une question de quelqu'un qui voudrait savoir à quel moment, à partir de quand on se pose la question de savoir si les dysménorrhées ne sont pas normales. Quel type de traitement choisir? Est-ce qu'il faut prendre des inhibiteurs de l'aromatase? Mais je crois que vous avez déjà commencé à répondre par rapport à la prise en charge. Quand est-ce qu'on procède à une implantation euh, d'un ICSI? Et puis, quel type de protocole utiliser? Et puis, entre les agonistes de GnRH, enfin, la question, c'est vraiment quel protocole utiliser pour soulager une femme qui souffre d'endométriose euh, et puis, une question pour le docteur Ngombi. Est-ce qu'il y a des astuces pour savoir différencier un myome calcifié d'un endométriome euh, utérin lorsqu'on a des piquetés écogènes? Je pense que la question est aussi valable pour l'échographie que pour l'IRM. Si je peux renchérir la question, comment on fait la différence entre l'adénomiose et l'endométriose à l'échographie et à l'IRM? Voilà. Et puis, deuxième question d'imagerie, la différence entre l'image d'adénomiome et celle de myome sous-muqueux. C'est toujours dans le même ordre d'idées. Comment est-ce que on fait une différence entre myome et endométriome? Je peux répondre d'abord à la première question. Tu peux dire la différence entre endométriose et adénomiose? C'est Allô? bien ça, oui, c'est bien ça. Myome calcifié, endométriose. Comment on s'en sort? On est à l'échographie, on est à l'IRM. À l'échographie à l'IRM. D'abord, le myome calcifié, le myome, c'est une atteinte qui est plus musculaire, c'est plus l'atteinte des fibres muscles lisses du myomètre. Et quand elle est calcifiée en IRM, ça sera comme on voit dans l'os, tout ça sera en liposignal. Le problème de la différence entre myome et endométriose, c'est surtout les implants, parce que dans l'endométriose, on a une atteinte, on a des implants superficiels qui s'émettent qu'on n'a pas dans l'atteinte myométriale.
L'atteinte myométriale, il est plus musculaire, tandis que l'atteinte endométriale, il y a les glandes et puis ça peut atteindre aussi le muscle parce que ça peut infiltrer aussi le myomètre. Et quoi encore on peut dire comme différence? À l'échographie, quand vous voyez des piquetés comme l'image que j'avais montrée, vous avez aussi la clinique. Hein? Vous avez la clinique. Si la clinique vous oriente, par exemple, une patient qui dit qu'il a des dysparénies, les dysparénies, c'est un des signes qui est vraiment très fréquent dans le... Et par exemple, qui dit qu'il y a une dysurie qui est cataméniale, qui n'arrive que pendant la menstruation, donc pendant les règles. À ce moment-là, ça vous oriente quand même. Quand la patiente dit, ça vous oriente plus vers l'endométriose que la lésion myomatique. Je crois que ce qui est calcifié, vous faites la différence facilement, que ce soit l'échographie, que ce soit l'IRM, moi, je pense. Voilà. Merci, docteur Ngombi. Docteur Mouimba, avez-vous des réponses à apporter par rapport à un protocole préférentiel dans la prise en charge de l'endométriose, que ce soit dans le choix des progestatifs et quand est-ce qu'on va passer à la celluloscopie ou à la chirurgie? Merci. Je voulais 3 petites secondes compléter, Anita, parce que j'ai fait des échographies aussi. La différence entre un fibrome calcifié et une endométriose, ce n'est pas compliqué. Je pense que dans un fibrome calcifié, il y a toujours une circonscription hyperéchogène sur les fibromes, mais parfois, on a des difficultés pour distinguer un polype endocavitaire d'un fibrome sous-muqueux. Et surtout, je pense que la personne qui a posé la question voulait savoir comment peut-on se démarquer quand on a une difficulté pour euh, diagnostiquer une adénomiose et un fibrome intramusculaire, donc interstitiel. Ça arrive souvent et je voulais dire à Anita que moi, j'ai l'astuce de mettre le Doppler. Quand j'ai un doute, est-ce que c'est une adénomiose ou bien c'est un fibrome interstitiel intramural? Quand je mets le Doppler, j'ai toujours un encorbeillement vasculaire quand c'est un fibrome et j'ai toujours une vascularisation en peigne des cheveux, une vascularisation désordonnée sur l'adénomiose. Je ne sais pas si tu as cette petite expérience. Je voudrais enchaîner avec ma question. Quel est le protocole qui est fait sur les dysménorrhées? Quand une jeune fille arrive parce qu'elle a mal pendant ses règles et qu'on diagnostique une endométriose, il y a tout un protocole. On ne va pas commencer par les aromatases. Les recommandations des pratiques cliniques disent on commence toujours par une contraception œstroprogestative ou alors on utilise un progestatif, soit un implant, soit un stérilet à la progestérone qu'on peut utiliser. Mais on appelle ça le traitement de première intention. Et quand ça ne marche pas, on va chercher des traitements plus avancés. On se dit, est-ce qu'on va faire la cellule? Plus de cellules, sauf quand on trouve qu'il y a une endométriose utérosacrée, la femme a des dyskésies, la femme a des dysuries, il y a une éducation opératoire, c'est très rare. Mais la première intention de traitement de dysménorrhée, une contraception œstroprogestative, une contraception à la progestérone. On ne met pas des anti-inflammatoires parce qu'on sait que la douleur n'est pas d'origine inflammatoire. La douleur est souvent d'origine neuropathique. Et on insiste sur ça. Voilà. Quant au protocole, c'est ce que je vous ai dit. Toute endométriose n'a pas un protocole systématique en assistance à la procréation médicalement assistée. Quand on sait que les trompes sont bouchées parce que c'est l'endométriose qui bouche, parce qu'il y a des adhérences, on fait directement une fécondation in vitro. Quand on sait que les trompes sont perméables, on peut faire des agonistes de la LHRH, les décapeptides, ou les protocoles classiques. Donc, il n'y a pas un protocole bien ciblé pour l'endométriose. Il n'y a pas une endométriose, il y a plusieurs endométrioses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, docteur Mima, pour vos éclaircissements. La discussion est ouverte aux autres intervenants qui voudraient renchérir ce sujet. Oui, je prends la parole, Madame la modératrice. Oui, docteur Louyeye.
Oui, en fait, je voulais juste ajouter sur ce qu'a dit Anita, parce que dans la présentation d'Anita, on sent que c'est une radiologue assez aisée, hein, qui travaille dans un centre où déjà il y a des matériels assez sophistiqués dans l'IRM. Alors, et donc c'est pourquoi Anita a beaucoup présenté des images d'IRM. Or, dans l'assistance, nous avons beaucoup de nos assistants qui sont là. D'ailleurs, ceux de l'imagerie de la femme ont été obligés de suivre cette présentation parce que ça fait partie de ce qu'ils ont eu cette année. Et donc, même les contrôles de connaissances vont en dépendre. Et donc, je voulais juste à nous ajouter que euh, le lundi prochain, ce sera lundi de cas cliniques. Et donc, nous reviendrons avec beaucoup de cas d'images, beaucoup d'images d'échographie. Parce que, comme a dit Anita, avec justesse, donc, on commence par l'échographie. Et donc, il est important pour nous, ici au Congo, où nous n'avons pas toujours l'IRM avec nous, de maîtriser d'abord les images, même de radiographie, hein. Le lundi passé, nous avons présenté des images d'hystérosalpingographie et Anita a montré une image où même sur une radiographie d'hystérosalpingographie, on peut reconnaître des images d'endométriose. Et donc, c'est important que lorsqu'on a une image, elle a montré une cavité qui plus ou moins rigide, avec des parois rigides, où vous avez des contours plus ou moins spiculés, avec des images d'addition, que le radiologue puisse suspecter une endométriose. Et pas seulement les radiologues, parce que ça peut être dans un centre à l'intérieur du pays où il n'y a pas de radiologue, les images de radiographie peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Et autre chose aussi, les trompes injectées avec un épaississement de la paroi, mais c'est surtout un épaississement irrégulier de la paroi utérine, nous met aussi sur la voie de suspicion d'endométriose pelvienne, surtout lorsqu'on a déjà un tableau ou avec une charge clinique qui nous parle de, comme a dit Anita, peut-être des dyspareunies, des douleurs, de règles très douloureuses, de désir de stérilité, tout ça sont des éléments qui peuvent nous aider. Ça, c'est pour la radiographie. Et pour l'échographie, un élément important aussi, Anita n'a pas trop insisté sur l'échographie, mais ça, c'est surtout, je le dis surtout pour nos assistants, que l'échographie est aussi un élément pour nous qui doit nous aider. Si on prend la présence, l'apport de l'échographie en ce qui concerne la détection, par exemple, de l'endométriome, il est très important pour nous de faire un diagnostic différentiel. Je crois que le docteur Mouibala l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'on a un endométriome, vous avez une grosse image kystique avec des piquetés denses échogènes qui vous amène à suspecter l'endométriome. Mais il faut faire un diagnostic différentiel avec un kyste tubo-ovarien. Et donc, tout ça sont des éléments de diagnostic différentiel qui vont vous dire, ici, je suis dans un tableau de kyste tubo-ovarien. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce qu'il y a des douleurs en rapport avec la clinique? La clinique doit nous aider. Et ça, c'est important pour nos amis radiologues. Aussi, autre chose, lorsqu'on suspecte une endométriose au niveau de torus, regardez en faisant notre coupe. Anita l'a montré, mais elle n'a pas beaucoup incité là-dessus. Regardez sur une image en longitudinale, dans la partie postérieure, vous avez une image hypoéchogène, plus ou moins au niveau de la région isthmique, mais qui refoule, si vous voulez, la cavité utérine, la cavité endométriale. Ça sont des éléments qui peuvent vous faire suspecter une endométriose. Au niveau de la vessie, ça, nous avons eu un cas comme ça, c'était d'ailleurs un médecin qui a beaucoup, hein, docteur Moui Baladi, qui a fait même l'Europe, où on passait à côté de l'endométriose. En fait, elle avait une endométriose vésicale. Et donc, lorsque vous faites votre coupe en longitudinal, c'est une coupe qui va bien vous aider. Vous allez voir qu'il y a un épaississement au niveau de la paroi vésicale. Mais c'est un épaississement qui est plus ou moins irrégulier. Donc, parce que des fois, on passe à côté, mais bien regarder la paroi, vous allez voir, c'est un épaississement qui est inhomogène. C'est un seul côté, mais surtout, c'est un épaississement qui est plus ou moins lobulé. Et dans les cas de suspicion d'endométriose, ça peut vous mettre sur la voie de suspecter justement une endométriose vésicale. Et autre chose aussi, enfin, je vais pas prendre la parole, je voulais juste ajouter quelque chose dans ça parce que nos assistants, nous, vont plus faire des échographies que l'IRM, même si c'est très important de le savoir, mais sur la pratique dans les cités ou dans nos provinces,
ce sera surtout l'échographie. Et donc, avec Anita, nous allons nous mettre ensemble et le lundi prochain, nous allons revenir pour vous amener beaucoup d'images d'échographie parce que l'échographie dans des mains expertes donne aussi beaucoup d'images et on peut se passer de l'IRM. Voilà un peu ce que j'allais dire, Madame la modératrice. Merci. Merci, merci, docteur Luyeye, pour cette intervention très enrichissante. Je vois qu'il y a déjà des questions qui nous donnent un petit peu le goût de ce que sera la prochaine présentation parce que l'hystérosymptomographie est contestée par rapport à sa valeur prédictive positive. Il y a encore d'autres questions. Il y a quelqu'un dans l'assistance qui veut connaître la place des ultrasons focalisés de haute intensité dans le traitement de l'endométriose. Euh, Moi, j'aimerais savoir comment je fais la différence entre un épaississement de myomètre banal avec un épaississement endométriosique quand je suis en train de faire une acquisition en IRM. Est-ce que je dois faire une séquence complémentaire? Comment je m'en sors devant ce genre d'image? Parce que les deux se ressemblent a priori. Une autre question échographie, est-ce que les contours flous ou nets ne sont pas des éléments de distinction? Voilà pour ce lot de questions. Docteur Anita, Oui, 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 je vais te répondre. En fait, si j'ai bien compris la question, tu as demandé pour l'adénomyose et quand tu as un épaississement pour savoir la différence. C'est ça, non? Avec tout à le fait, myo. oui. Quand tu as un épaississement, la différence, l'endométriose utérine, qu'on appelle l'adénomyose, il faut que tu aies des spots. Dès que tu as des spots hyper intenses, vraiment, c'est pathognomonique, qui sont hémorragiques. C'est vraiment pathognomonique de l'endométriose. Tandis que quand tu as un épaississement comme ça, il faut faire attention parce que ça peut être des contractions utérines, comme je dis. À ce moment-là, il faut refaire un sagittal T2 pour voir si l'image disparaît ou bien l'image reste. Parce que l'utérus, il a un muscle lisse qu'on appelle le myomètre, qui est dans le myomètre et il y a des contractions pendant qu'on fait l'examen d'IRM. Donc, ça donne des bandes en hyposignal comme ça qui sont linéaires, parfois qui sont en boule, qui donnent l'impression comme si c'était un adénomyose. Mais quand vous le voyez, normalement, ce n'est pas de l'adénomyose. Il faut vraiment qu'il y ait ce spot-là en hypersignal T2 ou bien en hypersignal T1 quand c'est actif. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et l'autre, il y en avait deux questions, non? Oui, c'est vraiment une question qui est très ciblée par rapport à l'échographie et d'ultrasons focalisés de haute intensité. Est-ce que l'échographie peut être L'ultrason, l'ultrason haute intensité, c'est quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ultrason haute intensité? dans le chat et que c'est une question qui s'oriente plutôt vers la thérapeutique? Qu'est-ce Ah, ok. qu'on... Ah, peut-être qu'ils soignent avec des ultrasons. Ah, je ne connais pas. Peut-être Michel. En fait, ce sont les chirurgiens digestifs qui font parfois ce qu'on appelle des coloscanners ou des écho-endoscopies. Ça signifie des examens qui sont focalisés lorsqu'ils ils sont en face d'interventions très lourdes, qui sont très dilacérantes. Ils se disent, après l'intervention, je risque de laisser une dame qui aura plus mal qu'avant. Et pour se donner plus des raisons de l'indication d'intervention, ils font parfois de coloscanner ou des écho-endoscopies avant l'intervention. Je pense que c'est de ça qui parle des ultrasons focalisés, si je ne me trompe pas. Je pense que la personne peut se manifester si elle a des questions supplémentaires par rapport aux ultrasons focalisés. Cela dit, on a compris que au centre de la prise en charge de l'endométriose elle-même, il y a
ce qu'on appelle la douleur chez la femme. Docteur Mwimba, pouvez-vous nous dire comment se fait la gestion de la douleur, que ce soit aussi bien à- avant qu'on mette en place une thérapeutique, Mhm. pendant les gestes chirurgicaux et après? Alors, j'ai insisté sur l'origine de la douleur de l'endométriose. Nous sommes au niveau du bassin qui est une zone très innervée. Toute la physiopathologie de l'endométriose tourne autour de la neuropathie. L'endométriose, c'est d'abord une atteinte nerveuse. Survient après l'atteinte inflammatoire, qui donne ce qu'on appelle des lésions hémorragiques. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la physiologie nociceptive avec les transmissions nerveuses. Donc, au départ, quand on traite la douleur, on traite la neuropathie. C'est pour ça que les anti-inflammatoires ne sont pas efficaces dans l'endométriose. Et quand on regarde l'endométriose, les meilleurs traitements seraient des antiépileptiques ou des neuroleptiques. Quelqu'un a parlé des anti-aromatases. On ne les met pas en première intention parce que c'est un traitement lourd, sachant que la pathologie survient souvent chez la jeune fille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de limiter les phénomènes cycliques des menstruations qui donnent des douleurs. C'est pour ça qu'on commence en première intention par la contraception estroprogestative. Quand on opère, quand on dit quels sont les traitements, quelles sont les stratégies antalgiques post-opératoires, quand on arrive à opérer une dame pour des dysménorrhées, c'est qu'on est en face des lésions qui nécessitent une intervention. Et aujourd'hui, on ne va pas opérer une fille qui a 15 ans, qui est vierge, parce qu'elle a des règles douloureuses. On fait tout pour faire un traitement symptomatique. Si on lui trouve un endométrium, d'ailleurs, il est dit, il ne faut pas toucher les ovaires d'une fille de 15, 16, 17 ans, d'une fille vierge, d'une fille qui n'a pas d'enfant. Et quand on arrive à opérer une dame qui a des dysménorrhées, qui a une endométriose avec des lésions profondes, même les chirurgiens qui l'opèrent n'est pas sûr d'obtenir des bons résultats post-opératoires. On a dit dès le départ que la chirurgie, c'est une chirurgie de prudence. C'est pour ça ceux qui la font aujourd'hui, ce ne sont que des chirurgiens qui sont dans des centres de référence de l'endométriose. Donc, dire qu'après le traitement chirurgical, qu'est-ce qu'on va donner comme antalgique? On donne des antalgiques habituels, tout en sachant qu'on recommence avec les cycles habituels de la contraception estroprogestative. On met un implant, l'étonogestrol, on met un stérilet à la progestérone, le Mirena, ou alors on remet la pilule. Ce sont les trois types de... Quand quelqu'un arrive à vous dire, j'ai donné la gabapentine, j'ai donné un anti-aromatase, j'ai donné les neuroleptiques, j'ai donné les antiépileptiques, c'est quand vous colligez aujourd'hui les publications, il n'y a pas 10 personnes dans le monde spécialisées dans l'endométriose qui donnent systématiquement un traitement antalgique en dehors de la contraception estroprogestative, en dehors des progestatifs, ou alors des agonistes de la HRH, qui sont donnés parfois en préopératoire ou en post-opératoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que les réponses ne pouvaient pas être plus claires, docteur, pour ces réponses. Qu'en est-il de l'accompagnement psychologique de ces patientes? Quel est leur profil en général? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, comme je l'ai dit dès le départ, ce n'est pas un problème d'une personne. C'est un problème somatique d'un corps. Une femme, une jeune femme, une femme après une dysménorrhée secondaire, une endométriose secondaire, qui a très très mal, c'est une dame à qui il ne faut pas dire c'est une dysménorrhée de la jeune fille. Sa mère avait aussi des règles douloureuses, même sa grande sœur avait des règles douloureuses, on ne fait rien. Pour dire 7 ans plus tard qu'on a trouvé l'endométriose. C'est un traumatisme non pas pour la personne, parce que la personne ne souffre que pas seulement pendant les règles. Hein. Quand vous allez dans des centres de référence, qu'est-ce qu'il faut comme soutien psychologique? C'est d'abord de rassurer la personne qu'elle doit être prise en charge. Lui dire qu'on va, pas seulement elle, parce que sa mère aussi. C'est souvent la fille de 15 ans qui vient avec sa mère en consultation en disant, docteur, c'est ma copine qui m'a dit que vous êtes un bon gynéco. Ma fille, j'ai fait tous les gynécos de la place, personne n'arrive à soulager ses douleurs. Le jour des examens, elle n'y va pas. Le jour du bac, elle n'est pas partie faire les bacs.
Et pas seulement le jour des douleurs. La fille, elle a mal plusieurs jours avant. On appelle ça les douleurs de l'appréhension. Elle sait qu'elle aura ses règles dans 15 jours, elle appréhende. Elle commence à avoir mal avant. Sa mère aussi est inquiète. Elle a un absentéisme scolaire. Et pour les jeunes dames, elles ont un absentéisme professionnel. Donc, c'est un problème corporel, somatique, un problème familial, un problème sociétal et puis un problème économique parce que les femmes qui s'absentent au boulot, c'est de l'argent perdu pour la société. Donc, l'accompagnement psychologique réside dans le fait qu'il faut soutenir la personne en disant nous allons faire quelque chose. Et aujourd'hui, dans les centres de référence d'endométriose, il y a ce qu'on appelle le groupe de la patientèle. Donc, les gens qui ont des enfants qui ont souffert de ça, la dame qui vient vous dire moi aussi j'avais ma fille comme vous, voilà ce qu'on a fait, vous allez y arriver. Un peu comme ce qu'on fait dans les cancers des seins. Quand une dame arrive pour un cancer des seins, on va enlever le sein. On lui présente une dame avant qui avait un cancer des seins, qui lui explique ça m'est arrivé, regardez comment je me suis battu, j'en suis arrivé là. Donc le soutien psychologique, il est là. Et le soutien psychologique des médecins, c'est de ne jamais dire à la personne, c'est pas grave, c'est les dysménorrhées de la jeune fille, vous vous en sortirez. Il faut traiter, il faut que la personne se sente prise en charge. Merci. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là. Je pense que vous nous avez très bien accompagnés au cours de ce débat sur l'endométriose de la femme. Nous allons switcher un petit peu vers la NAPAT. Docteur, professeur Ali Rissassi, il y a dans le chat une question, une personne qui voudrait savoir s'il y a un lien entre la taille de l'endométriome et la métaplasie, voire la transformation maligne des. Bon, je ne sais pas faire une comparaison. Merci d'abord pour la question. Sur la taille ou l'étendue de la lésion endométriale, je n'ai que la partie de l'échantillon que j'ai reçu. La multifocalité de la lésion telle que le radiologue le perçoit, moi, je ne l'ai pas. Je suis limitée aux fragments frappés par la pathologie, qui peut être un fragment du myomètre ou intestinal ou autre, et je n'observe que la partie qui contient le tissu endométrial. Ça mesure et les métaplasies qui surviennent, elles surviennent au niveau des glandes. Elles ne déterminent pas nécessairement la transformation vers une pathologie maligne. Ça, je ne peux pas faire ce lien entre l'existence des métaplasies au niveau des cellules endométriales bordant les glandes et l'étendue de la lésion que j'observe. Mais souvent, ce sont des lésions assez focalisées dans un tissu qui n'est pas celui qui devait être ou là où il devait être localisé. Et c'est rare d'en trouver de façon éparse au sein d'un tissu donné quand on a la présence d'une endométriose. C'est rare. C'est souvent très focal avec 2, 3 glandes et du tissu stromal autour et 2 fois très peu de glandes avec beaucoup de tissu stromal. Et quand on n'a pas de glandes endométriales, on est très embêté. On essaye de faire quand même quelques immunos si on en a les possibilités pour s'assurer que c'est un tissu d'origine endométriale. Voilà ce que je puis dire. Merci pour votre intervention et votre éclaircissement. Il y a une question qui est ouverte et on voudrait connaître la corrélation qu'il pourrait y avoir entre l'indice de masse corporelle et l'approche thérapeutique par rapport à une patiente qui serait atteinte d'endométriose. Si du moins il y en a. Je peux répondre? Tout à fait. Je n'ai vu nulle part une corrélation entre l'indice de masse corporelle et l'endométriose. J'ai revu la littérature. Il n'est pas dit que les femmes qui sont
des tendances fortes feraient plus d'endométriose que les autres, déjà. Tout ce qu'on sait, c'est que les douleurs de l'endométriose sont dues à un déséquilibre hormonal. Or, les femmes qui sont fortes ont tendance à être androgéniques, ont tendance à avoir des ovaires polykystiques, ont tendance à avoir des spanioménorrhées, ont tendance à faire de l'infertilité par le biais du trouble d'ovulation. Et il n'y a pas de corrélation entre l'indice de masse corporelle dû à l'hyperandrogénie. Tout ce qu'on sait que l'endométriose, c'est un excès d'œstrogène physiologiquement. Et quand on a fait l'expérience chez les rats, en injectant plus d'œstrogène ou d'androgène, les rats étaient plus nociceptifs. Donc, ils étaient plus sensibles à la douleur. Concrètement, une femme a moins de douleur autour de l'ovulation. Ça signifie c'est à la période où il y a un équilibre hormonal entre les oestrogènes et la progestérone. Donc, l'hyperandrogénie à elle seule favoriserait l'endométriose par les biais de l'excès de douleur. Théoriquement, oui. Mais en pratique, on n'a pas vu une publication qui dit que les femmes qui avaient un excès de poids, un indice de masse corporelle élevé, feraient plus d'endométriose que les autres. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Vous avez bien répondu à la question. Alors, par rapport à la question de la dimension de l'endométriome ovarien, est-ce que la personne qui a posé la question peut se prononcer pour essayer de lever le malentendu qu'il aurait pu avoir? Alors, si j'ai bien compris, la personne veut savoir si un endométriome volumineux indique une chirurgie par crainte de transformation maligne. Euh, est-ce que je peux continuer la question de la personne qui ne veut pas éclaircir sa question? Oui, je pense, oui. L'endométriose ne vire pas vers les cancers, hein, déjà. On n'a pas dit qu'un myome peut virer vers un processus malin. L'endométriose non plus. Les femmes qui ont eu beaucoup d'hyperstimulation ovarienne font plus de cancers de l'ovaire par le biais d'une hyperstimulation hormonale, mais pas par le biais d'endométriome. Ce n'est pas la taille de l'endométriome qui justifie la gravité de la maladie. Ce n'est pas parce qu'une dame a un gros endométriome qu'elle aura plus de douleur ou qu'elle sera plus à risque d'infertilité. Il y a des petits endométriomes qu'on ne voit même pas chez des dames qui n'arrivent pas à concevoir. Et chez d'autres, et comme je cru comprendre, on a l'impression que tout endométriome égale chirurgie, pas du tout. Il y a des gros endométriomes qu'on découvre de manière fortuite. Comme l'a dit d'ailleurs Anita, on fait une échographie pour autre chose, on trouve que là, un gros endométriome, la dame ne se plaint ni des douleurs, ni des dysménorrhées, ni des ménorrhagies, ni des dyskésies, ni de dyspareunie. Il n'y a aucune corrélation entre la taille de l'endométriome et la gravité de l'endométriose, et il n'y a jamais eu de relation entre un endométriome et un processus de cancérisation. Il n'y a pas de rapport. Un endométriome ne cancérise pas par définition. Comme un fibrome d'ailleurs. Sinon, on les enlèverait tous. Hein. Je ne sais pas s'il y a un gynéco dans le forum pour me contredire. En tout cas, la réponse est claire. On ne va pas se fier à la taille de l'endométriome pour procéder à une chirurgie. Maintenant, j'aimerais vous tendre la perche aux radiologues et aux chirurgiens gynéco-obstétriciens, puisque c'est une pathologie qui doit être clairement prise en charge dans un centre qui est spécialisé. Lorsque vous avez d'une part une IRM qui est faite et d'autre part une célioscopie qui est faite chez la même patiente, euh, qui complète l'autre? Est-ce que l'IRM apporte un plus et de quel côté? Est-ce que la célioscopie
va mieux objectiver les lésions endométriosiques que l'IRM? C'est la question qui vous est posée à tous les deux. Alors, dans le Ah, processus bon, je de savais que prise c'était en la- charge, est-ce que vous m'entendez? Tout à Oui, fait. Allô? oui, Dans le oui. processus de prise en charge de l'endométriose, il n'y a pas de place à la celluloscopie diagnostique. Quand on suspecte une endométriose, les golden standards, l'examen type, c'est l'échographie endovaginale, plus ou moins IRM. Dans les gros centres aujourd'hui, on dit la fille elle est vierge, c'est pas la peine de faire une échographie pelvienne parce que quand on ne trouvera rien, la fille aura toujours mal, on finira par l'IRM. Donc, dans les gros centres parisiens, fille vierge, dysménorrhée, IRM. C'est ce qu'on fait. Ce qui fait que les radiologues ont pris la même mise sur cette pathologie. C'est ce qui est gênant chez les Oui, gynécos. je- Le gynéco n'a plus de pouvoir sur l'endométriose. C'est le radiologue qui est devenu le roi de l'endométriose. Vous avez compris? Non, non, Parce je qu'il y a, crois pas. Le gynécologue aussi, il est roi de l'endométriose parce qu'on se complète. parce que, parce que la maman qui vient avec la fille, elle a déjà tout lu. Elle est partie sur Internet. Elle sait qu'on fera une échographie pelvienne chez sa fille qui est vierge. Si on trouve une endométriose, on complétera par l'IRM, plus ou moins. Si on ne le trouve pas, on dira on n'a pas trouvé, on va chez le radiologue qui va faire l'IRM. On ne fait pas de celluloscopie diagnostique de l'endométriose. Quand on fait la celluloscopie, c'est la celluloscopie thérapeutique, c'est une indication chirurgicale. On ne peut pas faire une cellule tant qu'on n'a pas l'IRM. Et quand bien même vous avez l'IRM, aujourd'hui, on demande que l'IRM soit effectué par un référent. On est devenu des esclaves des référents. Ça signifie que lui qui vous dit qu'il n'y a pas d'endométriose, circuler, rien à voir. Et quand la maman vous revient, mais docteur, mais mon enfant, il a toujours mal. Parce que les radiologues ont dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Et c'est un référent. Les référents sur Paris, il n'y en a pas 15. Hein. Quand il vous a dit, hop, stoppez, ce n'est pas l'endométriose, ce n'est pas l'endométriose. Nous avons la chance aujourd'hui qu'il y ait un test salivaire qui arrive, qui n'est pas homologué par la Sécu, qui permettra à 96 à 100% de diagnostiquer l'endométriose. Ça, au fin fond, vous serez en Bandaka, vous serez n'importe où, il y aura un test salivaire, on dira qu'il y a l'endométriose. C'est une révolution qui arrive. Nous allons nous sortir de la dictature des radiologues. Je voulais juste les taquiner. Oui, mais ils disent que le test salivaire, c'est plus lorsque l'IRM est négatif et que la personne a des signes cliniques d'endométriose, à ce moment-là, le test salivaire peut servir. Et puis dans les cas Exactement. complexes. Mais on Exactement. n'est pas encore mis en pratique parce que nous, ici, à l'île de la Réunion, on a beaucoup de cas d'endométriose. Beaucoup. Quand on a une vacation diarrhée, il y en a beaucoup. On ne comprend même pas. On se dit que ce n'est pas des facteurs environnementaux, ce n'est pas des facteurs climatiques. Il y a plein d'endométriose et que ce qu'il faut que l'échographie, c'est vrai que nous, on les fait, mais l'échographie endovaginale, vous voyez, parfois, les femmes ne sont pas à l'aise qu'un homme lui fasse une échographie endovaginale parce que Oui. là où je travaille, par exemple, il y a deux médecins hommes qui n'aiment pas faire l'endovaginal. L'autre, il a eu des problèmes. Oui. Il a dit, moi, je ne fais pas. Donc, il laisse aux filles. Donc, on est obligé de faire cette échographie endovaginale. Parfois, la femme, elle est embêtée parce que tu verras mieux l'endométriose quand il y a les menstruations. Donc, la femme qui Oui. vient faire l'échographie parce qu'elle est au moment des règles. Là, c'est vrai. À ce Bien sûr. moment-là, tu lui Bien dis, sûr. bon, je vais te mettre la sonde et tout ça. Donc, il faut savoir la préparer psychologiquement parce que c'est avec l'équation endovaginale, quand on est bien entraîné, c'est là qu'on voit des pathologies. Oui. Mais je crois que euh, c'est vraiment pas évident. Il faut que ça soit bien préparé, bien, malgré le test salivaire, est-ce qu'il Exact. n'y aura pas de faux négatifs, il n'y aura pas de faux positifs? C'est ça la question qu'on se pose. On ne sait pas. Voilà. Non, 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 non. J'ai- Anita, tu as bien dit que les tests salivaires sera indiqué quand l'IRM sera négatif, on ne trouve rien, on fait le test salivaire. C'est clair. Tu l'as dit. Oui ou non? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô, Moi, je allô? t'entends. On vous Oui. entend. Je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Je n'entends plus personne. Oui, on vous entend. Hein. On Les t'entend tests là. salivaires sera fait quand on trouvera l'IRM négatif, alors qu'on suspecte
Concrètement, ça Alors, signifie quoi? Ça signifie que bientôt, on fera ces tests à tout le monde. Au lieu de passer par l'IRM, l'échographie endovaginale, la femme elle a ses règles, on fera un test qui est très simple et qui sera fait chez des dames, par exemple, qui sont en début d'endométriose. Et ça, les radiologues feront la révolution parce qu'ils pourront trouver des lésions précoces d'endométriose. Quand les tests seront positifs, les tests salivaires, alors qu'on n'a pas encore des signes cliniques. Ce serait une révolution aussi pour vous, les radiologues. Mais ça sera simple quand on est au fin fond de la RDC, il y a une fille qui a des douleurs, on lui met un petit test sur la salive, on sait qu'elle a l'endométriose. Vous êtes d'accord avec oui, moi? Vous êtes oui, c'est d'accord avec vraiment. moi? Oui, Ça nous évitera de passer par vous, hein, de dire c'est l'endométriose, on commence le traitement. Et les tests, il est à 96% de sensibilité, 98% de spécificité. C'est fort, parce que c'est une petite équipe ouais. de Lyon qui a fait ça. C'est une révolution qu'on aura bientôt. Si on ne les fait pas, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas sur les prix. La réalité, c'est ça. Ils veulent Voilà, vendre les merci, brevets. merci beaucoup, docteur Mouba, pour vos éclaircissements. Docteur Mbouta Manika, vous avez la parole. Si vous êtes avec nous, prenez la parole, s'il vous plaît. Je suis avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tout le monde ou bonsoir, je m'excuse. Bonsoir, on vous entend très bien. Voilà, c'est toujours des très bons topos. Et puis surtout, bonsoir Michel, docteur Mouiba, qui est là. En fait, la question s'adresse à lui. C'est une question que je voulais poser la dernière fois quand il y avait les professeurs qui avaient présenté sur les douleurs pelviennes de l'endométriose. Tout à l'heure, je vous ai écouté. Je n'ai pas entendu du tout les traitements idéaux pour les douleurs. En fait, actuellement, les recommandations internationales font que quand vous évaluez n'importe quelle douleur, que ce soit de la jambe, du ventre ou d'ailleurs, moi je ne fais pas de la médecine en bas, je suis vraiment nul dans ça, on évalue les patients en fonction de l'EVA qu'on appelle, en fait, l'estimation des douleurs par les patients ou par la patiente. Donc, j'aurais appris, si j'avais bien compris la dernière fois, que vous donnez toujours du space-fond qui est complètement des pipis de chat quand la douleur est au-dessus de 5. Je pose la question à mon ami Michel et à tous. Comment vous évaluez, parce que la gestion de la douleur, ce sont des recommandations actuelles et il y a même des lois dans certains pays où les médecins sont traduits en justice pour n'avoir pas du tout soulagé la douleur d'un patient ou d'une patiente pendant 1 heure du temps ou 2 heures du temps. On sait qu'au-dessus des 6 ou 7 de l'EVA, il faut absolument mettre les patients sous morphine. Est-ce que vous les faites ou pas? Ou vous considérez que l'endométriose, c'est toujours du space-fond parce que c'est de la médecine basse? Merci. Je tiens à rappeler au docteur Mouiba que ceci n'est pas un procès sur l'endométriose, mais que c'est un échange qui est cordial Oui, entre bien sûr. confrères. Vous avez la Cordial parole. avec Manika. Cordial avec Manika, c'est compliqué. Non, je rigole. Je voulais juste dire au docteur, notre grand spécialiste en médecine intensive, que nous évaluons tous en termes d'EVA. Et si vous voulez que je vous lise ce qu'on fait quand on donne les contraceptifs oraux, estroprogestatifs, l'EVA passe de 7 à 3. Quand nous avons toutes les statistiques. Par contre, quand vous dites que nous donnons du space-fond chez la jeune fille, c'est cette jeune fille qui a des dysménorrhées qui sont étiquetées en douleur chronique. On ne va pas la mettre sous morphine parce qu'elle arrive avec sa mère et elle est pliée en deux. On lui donne un traitement qui soulage sa douleur. Mais on a des filles qu'on hospitalise quand la fille est pliée en deux. On a un test EVA qui est très élevé. La dame est hospitalisée et elle reçoit des antalgiques comme vous les donnez en soins intensifs, monsieur le docteur. Les dames qui sont sujettes à être hospitalisées sont hospitalisées avec les protocoles usuels qu'on fait partout. On ne laisse pas rentrer les filles chez elles quand elles sont pliées en deux, quand elles pleurent, quand elles ne peuvent pas rentrer chez elles. Nous avons des lits qui se remplissent par ces filles-là. Aussitôt qu'elles sont soulagées, elles rentrent chez elles. Nous connaissons bien notre fameux Eva comme vous. Nous soignons avec... D'ailleurs, ce n'est pas nous qui soignons. Quand on est de garde, on est avec des intensivistes comme vous, à qui on confie ces malades pour soulager la douleur, quand on ne peut pas le faire. Mais vous utilisez la morphine ou pas, même en oral?
Ah ben oui. Parce que Ah oui, je sais c'est par la bouche, comme dans les avions. généralement, en fait, Dans pourquoi un je avion, pose la évidemment. question, je m'étudie toutes Tout les à années, fait, toi tout à tu le fait. sais très bien, et Non, mais que généralement, au pays, on a peur de la morphine, tout le temps, tout le temps. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, non. On n'utilise pas de façon. Là, vous vous moquez de la médecine d'en bas. Merci. Merci, merci à tous pour vos interventions. Je vois qu'il y a des articles en lien dans le chat. Je pense qu'il y a d'autres questions qui pourront être élucidées dans des discussions, voir comme on les appelle. Euh, il y a une autre question concernant l'aspect d'endométrium. Est-ce que le cycle menstruel modifie l'aspect de la lésion? Est-ce qu'il y a une lésion différente selon qu'on est en phase folliculaire ou progestative par rapport aux examens qu'on fait? Docteur Ngombi, je ne sais pas si la question vous paraît claire. Moi, je pense que normalement, ce sont l'endométriose, le tissu ectopique endométrial, il subit toujours les influences hormonales, même s'il est en dehors de la cavité utérine. Même s'il est en dehors de la cavité utérine, il subit toujours l'influence hormonale comme un endomètre normal. Donc, il est ectopique, mais il reste toujours fonctionnel. Donc, après, à l'échographie, comment est-ce que c'est en phase folliculaire, en phase... c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'image d'échographie qui montre en phase folliculaire ou en phase sécrétoire parce que nous, dans la pratique quotidienne, quand on reçoit les dames, ils viennent quand ils ont mal, hein, que ce soit en période folliculaire ou... Donc, on ne voit pas cette différence d'imprégnation hormonale sur l'endométriose. Je donne par exemple sur l'endométriose, même sur les implants endométriosiques. Moi, ce que je sais que ces implants endométriosiques et le tissu endométrial qui est développé en dehors de la cavité utérine et reste toujours fonctionnel. S'il reste fonctionnel, donc il fonctionne comme une muqueuse endométriale normale. Donc, il continue à subir ces influences hormonales comme la muqueuse utérine dans la cavité utérine. Et quand il y a des règles, quand il y a la douleur, où sont ces implants-là, la patiente aura la douleur aussi cliniquement. Si c'est en postérieur, il aura des dyskinésies, il aura des douleurs à la défécation. Si c'est en antérieur, il aura des dysuries, mais ça sera des dysuries cataméniales qui va arriver pendant la menstruation. Donc, moi, je pense qu'en dehors de la cavité, là où il y a les implants endométriosiques, ça reste toujours fonctionnel et sous influence hormonale. Je ne sais pas si Michel a autre chose à ajouter. Totalement vrai. Je vois Merci. une question ici sur le risque de transformation maligne. Michel en a parlé. Nous, dernièrement, on a eu un cas où il y avait et on suspectait une transformation maligne. C'était une masse endométriale parce que vous avez vu, par exemple, l'endométrium. L'endométrium doit être en hypersignal, homogène et rien. Et on avait une endométrium il y avait une portion tissulaire à l'intérieur. Quand il y a une portion tissulaire comme ça, on injecte. Et quand on a injecté, on a trouvé que non, la masse, elle était suspecte. On a fait les courbes de rehaussement et ça fait une courbe de rehaussement suspecte. On s'est dit que non, c'est pathologique. Et la dame avait aussi des implants qui étaient presque partout dans les surfaces péritonéales. Et c'était une dame qui avait à peine 27 ans, qui avait des désirs de grossesse. Et le chirurgien nous a appelés. Il a dit, lui, il va faire une scéloscopie derrière. Mais on s'est dit, on va faire le scan. Et sur le scan, on est tombé sur de la carcinose. On est tombé sur la carcinose. Voilà. Et quand on a vu la carcinose péritonéale, c'est là où on a appelé le médecin pour lui dire que non, on est tombé sur la carcinose. C'est sûrement que l'image qu'on voit, ça peut être une dégénérescence de l'endométrium. Ça peut arriver comme il y a aussi la décidualisation. Il y a les femmes enceintes. Une femme enceinte peut tomber enceinte avec son kyste endométriosique ovarien. À ces moments-là, il y a une décidualisation qui
qui se passe. Et ça donne parfois des images nodulaires à la paroi du kyste. Donc, il faut les différencier avec ces images nodulaires en cas tumoral. Ça, je ne sais pas, l'échographie, si tu peux le différencier, à moins que tu mettes du Doppler, tu as la vascularisation. Parce que nous, parfois, on est obligé, une femme enceinte, tu ne vas pas l'injecter. Donc, tu dois savoir la différence. Il y a des petites tactiques. Donc, quand c'est en hypersignal similaire à la vessie, à ce moment-là, tu dis non, c'est une décidualisation. Mais quand ce sont des végétations un peu irrégulières, à ce moment-là, tu peux dire non, peut-être qu'il y a une transformation. Entre-temps, l'endométriome aussi, ça peut donner des ruptures des kystes. Il peut venir aux urgences avec des douleurs atroces et il rend son kyste endométriosique avec un épanchement aussi péritonéal. Ça peut arriver pour les kystes. Et puis, l'endométriome, ça peut aussi se surinfecter. On peut avoir des infections pelviennes. Ça peut même donner ce qu'on appelle des abcès tubo-ovariens suite à cette endométriose qui atteint aussi la trompe. Et comme disait Getty aussi pour le diagnostic différencié qui est très important de l'endométriome ovarien avec les kystes lutéales hémorragiques. Les kystes lutéales hémorragiques, c'est vrai qu'à l'échographie, tu mets du Doppler, tu verras, il y a une hypervascularisation périphérique que tu n'as pas dans l'endométriose. Mais quand tu injectes aussi, parfois tu peux avoir des myomes, des kystes endométriosiques ovariens qui sont associés avec des kystes lutéales hémorragiques qui ne sont pas hyper en T1 et hyper sans saturation de la graisse. Parfois, il y a des cas où on s'est dit, bon, on va injecter, surtout quand il y a une atteinte aussi postérieure du rectum ou bien du recto-sigmoïde parce qu'il faut donner la hauteur à la marge anale, il faut donner tout ça. Donc, on est parfois obligé d'injecter. Et quand tu injectes, tu vas voir comment se comporte l'endométriome. Il faut retenir que l'endométriome, il n'y aura jamais de prise de contraste tout autour, tandis que le kyste lutéal hémorragique, on aura toujours une prise de contraste de la paroi périphérique. Mais à l'échographie aussi, tu peux faire cette différence-là, peut-être en mettant le Doppler. Voilà. Merci, Voilà, docteur, pour ce mot de la fin. Il y a à boire et à manger en matière d'endométriose. Petit mot, petite puce à l'oreille pour les assistants et les internes de DES. Vous avez eu le mot du professeur Louyeye. Vous aurez des questions sur la session d'endométriose. Vous êtes tenu de connaître les signes radiologiques, que ce soit à l'hystérosalpingographie, à l'échographie, à l'IRM. Vous êtes tenu de connaître le diagnostic différentiel, les différentes complications qui peuvent survenir, les aspects thérapeutiques pour les cliniciens, avec toute la richesse dont nous a fait part le docteur Mwimba, et surtout connaître les spécificités anatomopathologiques. L'endométriome n'est pas un diagnostic d'exclusion. Il peut y avoir une transformation maligne, c'est rare, mais on peut aussi avoir d'autres pathologies tumoraires. Cela dit, nous allons terminer par ces quelques mots cette session. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, docteur Brigitte, pour cette excellente modération. Donc, on se revoit le lundi prochain où on va faire des cas cliniques dédiés à l'hystérosalpingographie et puis des cas d'endométriose. Et puis, pour le mois d'avril, nous aurons des présentations sur la médecine interne en gynéco, une façon de les dire. Donc, on va partager vous verrez les affiches avec les différents sujets. Donc, on se revoit le lundi prochain. Merci à tous, particulièrement à Dr Anita, professeur Ali Rissassi et Dr Michel Mwimba. On se revoit le lundi prochain. Bye bye.